D'un abord facile et jovial, Yahya s'apparente beaucoup aux hommes que l'on rencontre chez nous. Ses ascendants ont peut-être déteint sur son caractère. De père arabe et de mère kabyle, il a passé son enfance en ville, dans le domicile paternel. Son père est mort sur un chantier de travaux publics d'un accident de travail en tombant du haut d'un échafaudage. Privé de ressources, sa mère s'en retourna auprès des siens en Kabylie. Yahya avait seulement 12 ans. C'est à cet âge qu'il apprit sa seconde langue, le kabyle. Il a peu d'occasions de pratiquer l'arabe et éprouve un réel plaisir lorsqu'il peut le faire. Toujours est-il qu'il conserve encore de solides souvenirs de notre langue. Il bute parfois sur des mots enfouis dans sa mémoire, mais ces petites lacunes n'altèrent nullement son riche vocabulaire. Il peut donner le change à n'importe quel arabe de chez nous. Si Rachid dissimule à merveille une seconde vie dans laquelle l'aventure et la curiosité se taillent la part du lion, à l'inverse, Yahya peut se vanter d'être un monument de limpidité. Le peu de temps que je viens de passer avec lui me paraît largement suffisant à me faire une opinion précise du personnage. Les vieux du Douar auraient dit de lui qu'il appartient à cette catégorie de gens dont on peut affirmer sans risque qu'ils sont le ciment de la communauté. Par des voies mystérieuses, des hommes sont investis du devoir de sacrifice. Leur vie se résume à la dévotion envers leur père. Yahya fait partie de ces hommes dont le destin a voulu qu'ils se consacrent loyalement à la pérennité du groupe. Plus que tout autre, les hommes à qui incombe cette mission, ordonnée par le Créateur, sont tenus de traverser dans la solitude les pires aléas de la vie. Ils sont gratifiés pour cela d'incomparables qualités humaines et d'une probité exemplaire. Ils appartiennent à ceux qui cèdent rarement aux brûlantes passions éphémères que la vie a parsemées au hasard du temps. Ne dit-on pas chez nous que la force de la raison a le pouvoir de hisser des remparts inviolables aux assauts de la passion? Yahya illustre parfaitement bien le personnage révélé par cette loi divine. Doté d'une vertueuse et constante humeur, je n'ai pas eu le privilège de le voir s'exercer à des pratiques fantaisistes. Bien qu'une certaine tension persiste entre Yahya et Rachid, leurs caractères se rejoignent tout de même sur un point. Ils sont animés, tous deux, par la conviction profonde d'œuvrer pour le bien de la collectivité. Chacun estime fermement contribuer à la prospérité du clan. Ils ont tous les deux des raisons sérieuses de le croire. Mais paradoxalement, les deux personnages ne peuvent souffrir en comparaison. Certes, leur méthode et leur conception personnelle les opposent et traduisent bien leur place respective dans le groupe. Yahya possède cette faculté de se fondre dans l'ensemble et de lui consacrer toute son énergie. À l'opposé, Rachid vit pratiquement à la périphérie en usant de la règle vitale pour lui, qui est de placer ses montagnes avec le clan. Il subit comme un calvaire le quotidien de ses semblables et ne se gêne pas pour le leur reprocher. Cela explique en partie les mauvaises relations qu'il entretient en permanence avec les membres de la famille. Toujours est-il que nous nous entendons bien avec les deux hommes, ce qui, dans notre situation, est appréciable. Les jours s'écoulent lentement. Dans l'ensemble, je passe le plus clair de mon temps en compagnie de Yahya et Samir. Je commence à acquérir une bonne connaissance des lieux. Je pars fréquemment avec Yahya, reconnaître les alentours et guetter aussi l'éventuelle intrusion de personnes indésirables. Nous n'en finissons jamais d'être débarrassés des gendarmes. Nous n'avons pas grand-chose à faire de nos journées, sinon
d'assurer notre subsistance et de nous changer les idées par des excursions. À la longue, j'ai l'impression de séjourner ici depuis une éternité. Un matin, j'aperçois Rachid qui se prépare silencieusement à partir pour sa randonnée quotidienne. Lorsqu'il souhaite partir en solitaire, il est rare de le surprendre lors de ses préparatifs. En le voyant agir, j'en comprends la raison. Mais ce matin-là, l'agitation de Samir durant la nuit m'a rendu insomniaque. Je me lève et avant qu'il ne s'éloigne, je lui propose de l'accompagner. Ma curiosité m'a fait sortir. C'est la première fois que je le vois partir avec son fusil. En m'apercevant, il est troublé d'avoir été surpris, puis il me répond poliment qu'il ne souhaite pas ma présence. Il a à régler une affaire personnelle et n'a pas envie d'y mêler un étranger. Je n'insiste pas et je fais demi-tour. Je n'ai pas fait 2 pas qu'il change d'avis. Il accepte à condition que je ne lui pose aucune question, ce que je promets bien entendu. Cette fois, je comprends dans la demi-heure qui suit que nous n'allons pas nous promener. Rachid marche d'un pas rapide et régulier. Il ne parle pas, ne se retourne jamais pour savoir si je suis encore là. Il ignore ma présence. Au bout de 3 ou 4 heures de marche forcée, à travers les montagnes, sous une pluie glacée, je suis tenté d'abandonner la partie et de retourner à la grotte. Puis je me ravise. Rachid ne m'a rien proposé. C'est moi qui me suis imposé. J'aurai l'air de quoi si j'abandonne maintenant? Plus tard, quand il décide de s'arrêter, ce n'est pas pour se reposer. Il me désigne une place et me prie de m'y installer. Je m'exécute. L'endroit qu'il m'indique ressemble à une cachette. Entre la roche et les buissons, seulement un minuscule espace. En m'asseyant, je constate que l'on peut voir loin devant soi sans être vu. De là, on contrôle toute la vallée et surtout le chemin qui la traverse. Rachid doit sans doute attendre la visite des trafiquants. Il coupe quelques branchages qu'il utilise pour améliorer le camouflage de ce poste d'observation, vérifie le mécanisme de son fusil, puis se met à guetter la vallée. Durant tout notre trajet, il n'a pas ouvert la bouche. Et maintenant, il n'a pas l'air de modifier son comportement. Je juge préférable de ne pas le dénoncer, de ne pas le déconcentrer. L'affaire doit être grave. Avant de voir se profiler 2 silhouettes à l'horizon, je ne sais plus depuis combien de temps nous attendons. Longtemps sûrement. Rachid patiente jusqu'à ce que les 2 hommes soient à une trentaine de mètres de nous pour se décider à bouger. Il se lève et pointe son arme sur eux. L'apparition soudaine de Rachid cloue sur place les arrivants qui semblent de paisibles montagnards en excursion. Bien que l'un d'eux me rappelle vaguement quelqu'un, je suis certain de ne les avoir jamais rencontrés auparavant. D'un ton autoritaire que je ne lui connais pas, Rachid leur adresse quelques mots en kabyle. Ils posent sagement leurs fusils et lèvent les bras. Rachid me demande de le suivre et nous nous avançons près d'eux. Cherchant sans doute à se justifier, l'un d'eux parle à mon compagnon. Pour toute réponse, il reçoit une décharge de plomb en pleine poitrine. L'homme s'écroule en poussant un râle affreux. Rachid recharge son fusil, puis me le confie avant de se pencher sur l'homme agonisant. Des 2 mains, il saisit la tête de sa victime et lui fait faire une rotation d'un demi-tour. Ensuite, il reprend tranquillement son fusil et tout aussi froidement, il tire sur le compagnon du mort. Rachid a visé le bas-ventre. Il n'a pas cherché à tuer. L'homme se roule par terre en hurlant de douleur. Rachid récupère les fusils et nous partons.
Rachid redevient le garçon que je connais. Il est jovial et commence à m'entretenir de la région que nous traversons. C'est fou, il a tout oublié de ce qui vient de se passer. Il a oublié qu'il venait de tuer un homme et d'en blesser gravement un autre. Devant mon regard noir, il me répond: l'homme que j'ai tué tout à l'heure est celui qui guidait les gendarmes l'autre jour. J'ai vengé mon frère. Quant à son compagnon, j'ai voulu rétablir son véritable sexe, celui de la femme. Nous rentrons à la grotte à la nuit tombée. Entre-temps, nous avons fait un détour par le narguilé de Damas. En arrivant, Yahya nous attend et nous annonce qu'il a aperçu 3 hommes rôder dans les parages et qu'il est préférable d'aller voir ce qu'ils cherchent. Pendant que je demeure avec Samir, Rachid et Yahya vont au-devant des 3 hommes. Ils ont pris leurs armes et ont fait quelques provisions dans l'éventualité d'une recherche prolongée. Le lendemain matin, ils ne sont toujours pas rentrés. Profitant du bon état général de Samir, je lui fais faire ses premiers pas. On ne peut pas dire qu'il soit enchanté de marcher. Il n'a qu'une idée en tête ce matin-là, celle de rentrer au Douar. Son désir est parfaitement légitime, mais le Douar est à plusieurs jours de marche, et il est inconcevable qu'il parcourt cette distance à pied. Je m'évertue à lui expliquer que nous devons passer encore quelque temps dans cet endroit sauvage, en attendant qu'il soit parfaitement remis. Il ne m'écoute pas et me répond invariablement: je veux rentrer chez moi. Je désespère de lui faire entendre raison. Je regarde le ciel gris pour épuiser une inspiration défaillante, quand un coup de sifflet me fait sursauter. J'empoigne Samir et le fais rentrer dans la grotte. Je prends le revolver et me prépare à recevoir l'arrivant. Youssef, Youssef, on vous ramène de la visite. Les paroles de Yahya me rassurent. J'aide Samir à sortir et m'aperçois qu'il commence à quitter le monde de la raison. Dehors, je crois être contaminé par son esprit perturbé en voyant mon frère Tahar, le rouquin, et Ahmed, mon ami des chiens perdus. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.